Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions. Votre apéro philo, désormais diffusé chaque samedi à 19 h sur France 5. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'après 7 janvier 2015. Comment penser cet après sur les plans philosophiques, religieux et géopolitiques? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est le futur ou probable candidat à l'élection présidentielle de 2017. Galeb Bencher, qui est lui une des grandes voix de l'islam que nous sommes fiers de recevoir, qui est présente d'ailleurs à Nîmes chaque dimanche à 8h45 sur France 2, l'émission Islam. Et puis l'expert en géopolitique, Alexandre Delval. Alexandre Delval avec Randa Kassi, le chaos syrien, sous-titré Printemps arabe et minorités face à l'islamisme. Alors on est vraiment dans l'actualité, c'est chez Shaw Édition. Et puis il y a Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan. Alexandre Delval. Oui, moi, contrairement à M. Mélenchon, je pense qu'il y a un travail à faire avec l'islam de France, ou l'islam en France plutôt, et bien entendu qu'il ne faut pas mélanger les individus musulmans, je suis tout à fait d'accord avec l'islam, mais il y a un travail à faire sur cet islam de France. Je vais vous donner un exemple. Un des livres les plus célèbres, les plus en usage, les plus en vogue, incite à tuer pour 3 raisons. L'infidèle, la femme adultère, celui qui se moque de l'islam. C'est un livre qui était publié par M. Kardawi. J'ai demandé à plusieurs ministres de l'Intérieur d'interdire ce livre. Il était interdit pendant quelques mois sous M. Charles Pasqua. Ce livre est un livre de référence pour les frères musulmans européens. Et ce M. Kardawi, il gère plusieurs instances de l'islam des frères musulmans en Europe, y compris l'institut qui forme les imams de Saint-Léger du Fourgeret. Est-ce que il n'y a pas de travail à faire là-dessus? Bien sûr que si, il y a un travail à faire, c'est appliquer, alors là je vous rejoins, les lois de la République. Un livre qui incite à tuer la personne qui change de religion, c'est absolument inacceptable qu'en France, on estime que l'UOIF et ce genre d'organisations qui souscrivent à ce genre d'idées, notamment proches des frères musulmans, puissent enseigner une haine. Alors c'est la haine du juif chez Kardawi, c'est la haine des homosexuels, c'est quand même un homme qui a fait des fatwas sur les homosexuels et les juifs, comme quoi il faut aller les tuer, que c'est tout à fait légal. On envoyait même des handicapés se battre et faire le djihad kamikaze en Irak ou en Israël ou ailleurs. C'est comme des organisations en France qui sont légales, qui sont membres du Conseil français de culte musulman, qui prêchent la haine du juif et le soutien à des organisations islamistes comme le Hamas. Et on nous dit qu'il n'y aurait pas de travail à faire avec l'islam de France. Deuxième exemple, à Lunel, la mosquée Tablir a formé les familles qui sont parties faire le djihad en Syrie. Cette mosquée, ce n'est pas une mosquée des caves. Ce n'est pas le fruit, le radicalisme à Lunel, ce n'était pas le fruit de la pauvreté. C'était une belle mosquée, ce n'était pas une mosquée dans un hangar. Et bien cette mosquée, elle a formé des fanatiques dans le mouvement Tablir, qui est un mouvement indo-pakistanais. On apprend, et c'est un mouvement qui a pignon sur rue en toute l'Europe, il a pignon sur rue en France. On apprend comment mépriser l'infidèle. Même sa sueur est absolument insupportable. On doit même pas lui serrer à la main. L'infidèle est méprisable. Comment voulez-vous que si on apprend que l'infidèle est méprisable, que le juif est inférieur ou un singe ou un porc, comment voulez-vous qu'ensuite la seconde étape ne soit pas je vais appliquer cette haine que j'ai apprise, l'enseignement de la haine débouche sur l'application de la haine, le meurtre. Alors justement là, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la gauche et la droite, pour prolonger ce que vient de dire Alexandre Delval, n'ont pas péché un peu par angélisme pour toutes sortes de raisons, antiracisme, clientélisme, etc. Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question quand même? Je ne me la pose pas pour moi-même. Moi, je n'ai jamais fait preuve d'angélisme et j'ai toujours mené le combat laïque extrêmement âprement contre toutes les tentatives du retour du religieux dans la politique. Mais Kraouzek et les membres de votre parti ont voté contre la loi qui interdisait la burqa, par exemple. Donc on a pas mal d'exemples chez vous de gens qui ont voté contre. Ah, alors vous, tant mieux. Mais des gens de votre mouvement, de la gauche, ont voté contre. Oui, mais il y a des gens qui voient les choses différemment. Les pauvres curés qui aiment bien les barbus les plus fanatiques, c'est assez paradoxal. C'est ça qui est un peu gênant. Bon, attendez, je vais d'abord essayer de répondre sur la méthode. Vous faites état de textes qui sont diffusés, de propos qui sont tenus. Ces propos ne sont pas compatibles avec la loi. En France, c'est interdit de faire l'apologie du meurtre, c'est interdit de faire l'apologie du racisme, donc ces textes doivent être interdits. Les personnes qui les diffusent doivent être poursuivies. Et s'il y a des endroits où l'on entraîne les gens à ça, eux aussi doivent être condamnés. Mais moi, j'ai aucun mal à vous dire ça. Je suis pour condamner les sectes. Toutes les sectes. Les sectes qui sont reconnues comme des religions en Allemagne ou aux États-Unis, ce qui nous est reproché par les États-Unis, c'est de les réprimer. Je pense en particulier à la scientologie. Mais nous n'avons jamais, la République en tout cas, ne poursuit pas pour les idées, elle poursuit pour des actes. C'est-à-dire que
Pour les sectes, on leur reproche le bourrage de crâne. Après, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent et croire à ce qu'ils veulent. Mais le bourrage de crâne, la fraude fiscale et le vol, non. De la même manière, nous ne combattrons jamais l'islam, ni le catholicisme. Nous combattrons ceux qui ont des pratiques au nom de l'islam qui sont contraires à la loi. Et je pense que ce serait une erreur terrible pour la République de se mêler de la religion et d'aller dire voici ce qu'il faut croire ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais vous ne pensez pas qu'il faut interdire ces ouvrages qui sont en vente légale en France sur Amazon? Vous trouvez Kardawi qui incite à tuer les gens qui changent de religion? Mais monsieur, qui est-ce qui peut être pour la diffusion de livres qui appellent à tuer? Je suis pour que ces livres soient interdits, que ceux qui les diffusent soient poursuivis. Mais pardon, je voudrais vous montrer quand l'erreur a été faite. Nous l'avons déjà faite dans le passé. Pendant la Grande Révolution, on a d'abord essayé d'instaurer un culte civil, celui de l'être suprême, ce qui fut un échec total, parce que déjà à l'époque, d'aucuns disaient, notamment Robespierre, qu'il fallait qu'une réponse civile soit apportée à l'aspiration à la transcendance. Mais je vais laisser ça de côté. Je vais regarder juste une chose. On a voulu faire jurer aux prêtres leur fidélité à la Constitution. Hein, on peut dire après tout, bon, alors, souvent j'entends ça, on dit, on va demander aux musulmans de déclarer, il n'y a qu'à eux qu'on demanderait ça. Mais c'est absurde. Non, on l'a demandé aux juifs et aux catholiques. Hein. Oui, les juifs et les catholiques ont dû se soumettre. Non, les juifs ont fondé la République. Les juifs et les catholiques ont dû se soumettre à la République et ça a été assez violent parfois. Et il n'y a aucune raison de faire une exception. J'aimerais bien entendre maintenant Galeb Bencher, parce que Galeb Bencher, laissez-moi juste qui n'a pas la langue de bois là, une petite seconde. Je veux juste finir ma phrase. Alors laisse finir la phrase. Se mêle de dire ce que doit être le contenu de la religion, elle commettrait une erreur. Dans le cas des prêtres de cette époque, et d'ailleurs l'Église n'a jamais éteint la querelle, puisque lorsque, sous le président Mitterrand, on a panthéonisé l'abbé Grégoire, eh bien l'Église a refusé d'être présente au motif que l'abbé Grégoire était un prêtre jureur et que c'était une manière de dire qu'on donnait raison aux prêtres jureurs. Par conséquent, il ne faut pas commencer avec les religions des disputes desquelles on ne sortira jamais, car on ne peut pas négocier le dogme. Même si dans la charia, il y a des incitations au djihad et au meurtre. Mais attendez... Je parle de la charia jamais réformée. Mais que les gens, les musulmans, se débrouillent de leurs textes. La seule chose que nous sommes en droit d'exiger et d'imposer, c'est le respect de la loi. Dans ce pays, la loi religieuse ne s'applique pas et les dispositions de la loi religieuse ne s'appliquent pas. Donc des pans entiers de la charia sont illégaux de publication en France. Mais la charia, vous devriez, comme le christianisme ou autre, ce sont des religions qui peuvent être analysées de deux manières. Soit comme une religion civile qui s'impose dans la sphère civile, soit comme une religion qui parle au cœur et à l'âme. Mais moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je ne vous parle que du remède. Le remède à tout cela, c'est de fortifier les anticorps républicains de la société française. On va passer la géopolitique avec vous, Alexandre Delval, auteur du Chaos syrien, qui est un livre d'actualité, et c'est Mazarine Pinjot qui va vous interroger. Oui, alors là, on rentre encore dans une autre complexité, parce qu'il y a le niveau religieux, il y a le niveau géopolitique, mais même à l'intérieur du religieux, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un énorme conflit intra-musulman. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ignore, on a l'impression que c'est les djihadistes versus, je sais pas, des laïcs. Non, on a d'abord des chiites contre des sunnites, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes incarnés par des forces géopolitiques antagonistes entre l'Iran d'un côté et de l'autre côté, en gros, l'Arabie Saoudite, avec au milieu la Turquie, qui joue un rôle extrêmement trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Des Occidentaux qui fait le double jeu, quoi. Qui fait le double jeu. Des Occidentaux qui effectivement brandissent les drapeaux pour la laïcité, mais qui de l'autre côté sont plutôt copains avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On rentre dans une complexité absolument hallucinante et tout à fait passionnante en lisant ce livre-là. Et vous avez utilisé le terme de totalitarisme tout à l'heure. Alors, il faut s'entendre, ça serait un totalitarisme djihadiste d'un intégrisme sunnite, lui-même entre wahhabistes et frères musulmans, parce qu'on rentre dans des grandes complexités, et salafistes. Pourquoi totalitarisme? Parce que c'est quand même un mot qui a été, qui a une conceptualisation après la Shoah qui est quand même assez corsée. Donc on ne peut pas l'utiliser comme ça. Si on a une vision totale de l'individu, de la société, de l'humanité, si on a un projet total, de conquête totale, au nom d'une idée unique, c'est ce que dit Karl Popper, c'est ce que dit Hannah Arendt, c'est ce que dit Raymond Aron, tous ceux qui ont analysé le totalitarisme. Je ne dis pas qu'ils ont dit qu'on pouvait parler d'islamisme totalitaire ou de totalitarisme islamiste. J'ai créé cette expression, j'en ai parlé avec Taguieff et avec d'autres philosophes, et ils étaient d'accord, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que les intégristes. Un intégriste peut rester dans le domaine purement privé. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des intégristes, je ne les aime pas. Mais un intégriste peut être purement dans le domaine privatif. Bien sûr. Alors qu'un totalitaire, il a un projet
projet total de conquête de l'humanité, par la force, par le mensonge, par la ruse, par tous les moyens. Autre caractéristique, il n'a pas de scrupules, la fin justifie les moyens, le mensonge est permis. Il n'a ni foi ni loi, il n'est pas intègre. Il est le contraire d'un intègre, ou même d'un intégriste, puisqu'il utilise la règle quand ça l'arrange. La charia, il la cite quand ça peut aller dans le sens de son projet de conquête. Donc je pense qu'on ne peut plus parler d'intégrisme, c'est un totalitarisme. Alors ensuite, d'un point de vue historique et politique, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est finalement un modèle transnational. C'est-à-dire que le nouveau califat fait fi des frontières, des frontières actuelles, on va dire. Mais dès le départ, il y avait le panarabisme versus la islamia, l'oumma ou islamia versus l'oumma arabia, on va dire. Moi, ma théorie, c'est que l'un a préparé l'autre. Puisque regardez Michel Aflaq, le fondateur du parti Baas, avec d'ailleurs un sunnite et un alawite, il était pour un panarabisme qui détruisait les frontières pour réunir tous les Arabes dans une même oumma. Mais à la fin de sa vie, tout en étant laïque, il a embrassé l'islam à la fin de sa vie, parce qu'il était dans une logique transnationale et arabe qui a été portée par le Fatah, par la progression de l'islam avec l'arabité. Il y a une très grande accointance entre les deux. Donc le panarabisme s'est opposé à l'islamisme et quelque part il l'a préparé, puisqu'il a préparé ce transnationalisme, cette fusion dans un tout englobant qui est cette nation, al-Oumma al-Arabia et ensuite al-Oumma al-Islamia. Et donc beaucoup de panarabes sont devenus pan-islamistes. Et donc est-ce qu'on Comme pourrait Ranouchi, dire que, par exemple en Tunisie, c'est un ancien pan-arabe devenu pan-islamiste. Et donc est-ce qu'on pourrait dire qu'après le nationalisme qui a été le fléau du XXe siècle, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Je m'inscris en faux contre ça en tant que patriote. Je ne suis pas nationaliste, mais je suis patriote. Le nazisme, le stalinisme, les fléaux du XXe siècle étaient antinationalistes. C'était de l'impérialisme ou de l'universalisme totalitaire. Ce n'étaient pas des gens qui étaient pour une nation. Ils avaient une vision impériale. Il n'y avait pas de frontières. Ils avaient une vision impériale. Le Lebensraum, il veut faire gicler les frontières de la Tchécoslovaquie, de la Pologne. Donc ça aussi, c'est un lieu commun. À mon avis, c'est un lieu commun de dire le nationalisme. C'est plutôt l'empire dont je parle dans le complexe occidental. D'ailleurs, c'est l'empire qui est dangereux. À ce titre, même l'Union européenne, parfois, peut être dangereuse lorsqu'elle a une vision impériale. Qu'est-ce que l'empire? L'une des définitions, c'est l'absence de frontières. Lorsqu'on n'a pas de frontières, on inquiète le voisin. Les Russes, par exemple, ce ne sont pas des anges, mais seraient-ils aussi hargneux et enragés si on n'avait pas donné l'idée qu'on allait s'étendre jusqu'à Moscou un jour, parce qu'en fait, on a envie d'englober tout le monde. Le danger, à mon avis, qui explique de nombreuses guerres, c'est l'impérialisme. Napoléon, ce n'était pas un nationaliste qui voulait rester en France. Et ceux que vous aimez, bon là, on va chavailler, mais les adeptes de la terreur, ils ont voulu exporter, là aussi, c'est totalitaire, une idée unique à tout le reste de l'Europe. Ça a fait un carnage monstrueux. Ce n'est pas le nationalisme qui a fait toutes ces guerres depuis 2 siècles. C'est l'impérialisme. C'est une idée unique qu'on veut imposer au reste du monde. Gerline Mühlmann. Moi, j'ai une question simple. Vous avez fait un livre sur la Syrie. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû, quand je dis on, c'est les pays dits occidentaux, qu'on s'est trompé et qu'au fond, on aurait dû soutenir Bachar el-Assad, qui de fait est devenu notre allié objectif maintenant? Est-ce qu'il faut s'allier avec Poutine? Est-ce que c'est ça la bonne géopolitique, notamment pour la France? La géopolitique, d'abord, c'est le réalisme. Je ne pense pas qu'on puisse formuler ça dans ces termes. On doit, en tout cas, essayer de dialoguer le maximum et utiliser le maximum de moyens politiques, car depuis les guerres d'Irak, on voit bien que les bombardements des différents régimes n'ont pas donné grand-chose, ça a plutôt monté les peuples contre nous. Donc en effet, aujourd'hui, des responsables occidentaux se disent finalement, on devrait peut-être prendre langue avec le régime syrien. Mais il est déjà très tard. Ça veut dire prendre langue, j'aimerais bien qu'on se dise les choses. Pour être très, très clair, quand on a besoin de bombarder l'État islamique, on le fait en Irak, parce qu'on est en bonne intelligence avec des forces locales. En Syrie, on ne peut pas le faire parce qu'on a décidé déjà depuis très longtemps d'enlever les ambassades et donc de supprimer tout dialogue, qui est assez stupide. Donc on a fait ensuite on a diabolisé les uns et on a sanctifié les gentils de l'ASL qui en fait étaient composés de 90% d'islamistes, parfois avec même des sections de djihadistes. Les armes livrées à l'ASL, les soi-disant modérés, sont arrivées du côté des djihadistes, du Front El-Nosra et ensuite de l'État islamique. Et là, Jean-Luc Mélenchon opine. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être allié de ce régime horrible de Bachar el-Assad, mais là vous avez raison, du point de vue, je dirais, purement technique, au niveau du renseignement, les spécialistes, et pour bombarder des positions de djihadistes, on ne peut pas ne pas dialoguer avec le moins pire. Et les spécialistes, ils ne conseillent jamais François Hollande, tous ces gens qui pensent comme vous, qui a fait une déclaration où il était au bord d'entrer en guerre contre Bachar el-Assad. Mais les hommes politiques n'aiment plus le réalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme politique? Regardez. Il n'est pas dans la même
temporalité. Regardez ce qui s'est passé quand on a bombardé la Libye. Nous étions en train de collaborer avec cet État qui avait renoncé au nucléaire, qui collaborait avec nous contre Al-Qaïda et même en matière de flux migratoires. C'était relativement intéressant. Donc c'était une idiotie, l'intervention en Libye. La bulle Internet a explosé. Il a fallu être absolument contre le régime libyen et contre le régime égyptien et contre le régime tunisien. Et on a rompu des alliances qui étaient séculaires avec des régimes ou qui étaient plus récentes, d'un coup, parce qu'il fallait paraître. L'homme politique aujourd'hui, il veut être dans le sens de Facebook et de l'indignation, de l'émotion du moment. Ils n'ont plus de vision de long terme. C'est ce que je pense. Beaucoup d'hommes politiques n'ont plus de vision de long terme. Ils sont dans l'indignation du moment. Il faut être en phase. Alors on bombarde la Libye parce que tout le monde est indigné du fait qu'on a osé se réconcilier avec le régime. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle les titres de vos livres. Alexandre Delval avec Randa Kassi, Le chaos syrien, sous-titré Printemps arabe et minorité face à l'islamisme. Alors on est vraiment dans l'actualité. C'est chez Shaw Éditions. Et puis il y a votre Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan.